Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Après une petite pause, j'étais en vacances pendant une semaine. On est parti en croisière avec mon chéri, notre bébé et 2 membres de notre famille. Et c'était trop bien. Ça m'a beaucoup dépaysée. Et pour être honnête, c'est pas évident de me dépayser parce que j'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup d'endroits et j'habite sur une île paradisiaque. Donc voilà, je me disais ça va me faire une coupure, mais bon. Et en fait, non, c'était vraiment dépaysant parce que on était sur un énorme bateau de croisière déjà. Donc rien que ça, c'est dépaysant. T'as l'impression d'être dans une autre dimension. Mais aussi le fait d'avancer des jours et des jours sur la mer, ça m'a fait tellement de bien. Parce que moi, je suis vachement connectée à la mer. On avait une cabine avec balcon. Et notre cabine était à l'arrière du bateau. Donc vraiment à l'arrière. Et on ne voyait que la mer et le sillon des vagues. Et c'était magnifique, c'était vraiment bien. On a aussi visité plusieurs îles de la Caraïbe. Et c'était super chouette de voir à quel point on a des similitudes et des différences en fait, parce que j'habite en Guadeloupe, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe. Et j'avais déjà visité quelques îles de la Caraïbe, mais là on en a visité plus. Et c'était super intéressant, ça m'a donné envie de mieux connaître l'histoire de chaque île, mais aussi de mieux connaître l'histoire de mon île. Et de continuer de creuser et de comprendre, notamment mon ancestralité, tout ce qui me lie à cette terre. Bref, c'était vraiment bien. Et ce qui était trop bien, c'est que j'avais pas à réfléchir à ce qu'on mange, ni à la maison, ni rien. C'était trop cool. Par contre, l'inconvénient, c'est que je tombais malade en rentrant. Alors, il paraît que c'est assez commun de tomber malade après une croisière. Mais on est rentré le dimanche et à partir du vendredi, je commençais à me sentir mal. Et puis dimanche, c'était catastrophique, mal à la tête. J'ai eu comme une grippe en fait. Et ça m'a mis plusieurs jours à me remettre. Et donc voilà, le podcast était censé reprendre à mon retour. On avait des épisodes qui ont été postés pendant mes vacances, mais il était censé reprendre à mon retour. Mais comme j'étais malade, on n'a pas pu. Pour la petite histoire, j'ai essayé d'enregistrer des épisodes. Pas que quand j'étais malade, mais quand j'allais un peu mieux. Et ils étaient vraiment pas top. Je me disais, attends, c'est pas excellent. Et quand j'ai envoyé à mon assistante, elle m'a dit, ouais, Olivia, non, en fait, laisse tomber. Du coup, là, je reviens 2 semaines après, hein, quelque part, mon retour. Ça va mieux. Je suis pas 100% remise. J'ai encore un peu de mal à respirer par moments, mais je vais beaucoup mieux. Et donc, je suis contente d'être là avec vous. Alors, ma période de vacances et aussi ma période de maladie, où j'étais dans mon lit avec mon carnet, m'ont fait pas mal réfléchir. Et il y a une chose que j'ai envie d'apporter encore plus dans le podcast, c'est tout ce qui est lié à la sexualité à deux et surtout au couple. Parce que je parle beaucoup de sexualité solo, je parle un peu de la sexualité à deux et du couple, un peu, quand même, ça va. Mais je me suis dit que j'avais envie de partager davantage de mes philosophies par rapport à ça. Parce que je crois beaucoup dans le couple en fait. Après, vous n'êtes pas obligé d'être monogame et d'avoir une vision du couple comme la mienne, parce que bien sûr, vous pouvez être quelqu'un qui avait envie d'avoir plusieurs partenaires, etc. Quand je dis le couple, c'est la relation en fait. Parce qu'il n'est pas nécessaire que vous soyez un couple de deux. Vous pouvez être un trouble si vous voulez. C'est vraiment vous qui voyez. Mais je dis couple pour faire raccourci, mais la relation amoureuse en fait. La relation amoureuse, romantique, engagée. Et je suis fan de comédie romantique, comme vous le savez.
Et de bouquins. Oh my god, je lis tellement de bouquins. Je lis tellement de romances. J'en lis, je sais pas, au moins 8 par mois. C'est beaucoup. Allez, peut-être pas 8. Au moins 5. Mais c'est beaucoup. Et donc, du coup, ouais, j'aime l'idée de la relation, mais je m'étais pas mise à fond dans le partage sur ça. Je veux partager davantage, en fait, sur la sexualité à deux, en plus de la sexualité solo. Du coup, pourquoi? Parce que une des choses qui est importante pour moi, c'est que je crois en la famille, en fait. Je suis très famille comme personne. J'aime les enfants, j'aime la famille, j'aime les liens familiaux qu'on crée entre nous. Je sais qu'on n'a pas tous des familles qui nous portent et nous soutiennent, mais quand c'est pas le cas, je crois aussi en la communauté. Je crois dans le lien. Je crois vraiment dans le lien. Je pense que c'est ce qui va tous nous sauver dans ce monde chaotique qui part complètement freestyle. Je pense que c'est vraiment la réponse à nos questions. La communauté, le lien, la famille. Et pour moi, la famille, c'est, on va dire, le socle. Et pour moi, le couple, c'est ce qui soutient la famille. Alors, le truc, c'est que j'ai pas grandi avec cet exemple-là. J'ai grandi avec une mère célibataire qui m'a élevée seule, qui a élevé mes frères et moi seuls. Et donc, je n'ai pas eu d'exemple vraiment de couple sain en grandissant. J'avais des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, mais ils n'étaient pas assez proches pour que je voie leur dynamique. Donc, je savais ce qui était possible, mais je voyais pas la dynamique. Et donc, j'ai grandi quand même en n'ayant pas forcément d'exemple de ce que c'était qu'une relation amoureuse saine. Et c'est ok, je veux dire, j'ai appris beaucoup d'autres choses qui étaient importantes pour moi. C'est juste la réalité de ma vie, c'était ça. Et du coup, j'ai quand même grandi avec le fantasme d'être en couple et de me marier, d'avoir des enfants, parce que je voulais autre chose que ce avec quoi j'ai grandi. Pas que je le rejetais, mais c'était un fantasme, quoi. Et ça a toujours été ce que je voulais, me marier, avoir des enfants. Moi, je suis pas encore mariée, mais j'y travaille. Lol. Je fais mes trucs dans mon coin. Bref. Je rigole avec moi-même parce que c'est pas comme si j'allais pouvoir forcer mon mec à se marier avec moi. Enfin bon, c'est une aparté. Mais en tout cas, j'y crois. Et donc, j'ai beaucoup navigué avec ça. Et dans les prochains épisodes, je vous parlerai un petit peu plus de ça. Mais j'ai beaucoup navigué avec ça. Et j'en suis au stade où pour moi, vraiment, le couple, c'est beau, quoi. Et quand on peut avoir un beau couple qui est solide, et si on veut avoir des enfants, ou même si on veut pas avoir d'enfants, mais si on veut soit avoir des enfants, soit contribuer à la communauté, je trouve que c'est un pilier. Et quand on s'est mis ensemble avec mon chéri actuel, il m'a dit quelque chose comme je crois en le couple qui construit quelque chose de plus grand que nous. Et c'est vraiment ma croyance aussi, donc c'est pour ça que lui et moi ça a matché. Et donc voilà, c'est ça ma motivation quelque part, l'idée que quand un couple est sain et que par exemple il y a des enfants, les enfants le ressentent et grandissent aussi avec une certaine stabilité qui va les suivre toute leur vie et aussi des repères qui vont les suivre toute leur vie. C'est pour ça que quand j'avais fait un épisode sur faut-il rester en couple pour les enfants, ma conclusion c'était que non. Parce qu'en fait, les enfants, ils s'épanouissent quand vous êtes épanoui. Si vous n'êtes pas épanoui, ça sert à rien. Donc autant aller chercher l'épanouissement. Et donc du coup, voilà, ça vient de ça, de mon envie de voir un monde plus sain, meilleur, où les enfants sont chouchoutés, en bonne santé. Et pour moi, ça part de relations amoureuses, romantiques, intimes, qui sont aussi saines. Voilà. Ça donne une impulsion, ça donne un exemple. Et comme je vous disais, c'est pas forcément monogame. Vous pouvez avoir plusieurs partenaires, de préférence en transparence, que ce soit pas des secrets. C'est ce que j'encouragerais. Vous pouvez être polyamoureux, vous pouvez être en couple, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment chacun qui choisit sa dynamique relationnelle. Mais pour moi, la relation amoureuse, intime, romantique, c'est vraiment beau et c'est le soutien de beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était mon préambule. Et du coup, c'est quoi la place de la sexualité dans tout ça? J'avais déjà fait un épisode sur le fait que pour moi, le sexe n'est pas le ciment du couple. Le sexe, c'est le lien du couple. Ça permet de maintenir, entretenir, approfondir quelque chose qui est déjà là. Par exemple, quand je vois mes clientes, quand elles viennent vers moi pour la sexualité, en général, je dirais dans 90% du temps, elles sont dans une bonne relation avec quelqu'un qui les aime, qui les respecte, qui les écoute, qui les comprend. C'est juste que la sexualité est un souci. C'est plus rare que j'ai des personnes qui soient dans des relations toxiques et qui viennent travailler sur leur sexualité. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que la sexualité est un amplificateur avant de travailler dessus. Je sais pas, peut-être on va regarder autre chose, j'en sais rien. Vous pourrez me dire si vous voulez. Mais en tout cas, la plupart de mes clientes qui viennent pour la sexualité, elles sont dans une relation qui se passe plutôt bien en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est parce que pour elles, la sexualité, c'est vraiment... C'est pas la cerise sur le gâteau, parce que c'est quand même plus gros que ça, c'est genre un deuxième gâteau sur un gâteau. Mais c'est un amplificateur. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant d'observer au fil des années que oui,
les personnes et les couples qui choisissent d'avoir une belle sexualité, très souvent, c'est parce que de base, il y a du soin, il y a du respect. Peut-être parce que ce sont des personnes qui se respectent, elles veulent pas forcer les choses, elles veulent trouver un chemin qui fasse du bien à tout le monde, quoi. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Et donc, du coup, la sexualité, c'est le liant. Le truc aussi, c'est que quand ça va bien, c'est le liant. Mais par contre, quand ça va pas, ça peut être assez dévastateur. Même si on s'entend bien, même si on prend soin l'un de l'autre, même si on est respectueux l'un avec l'autre, quand ça va pas, ça peut vraiment poser des grosses tensions. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la troisième ou deuxième raison du divorce, mais la sexualité, c'est souvent une grosse raison de divorce. Très souvent parce que c'est adossé à de l'infidélité. Parce que l'un ou l'autre des partenaires ne va pas se sentir satisfait sexuellement, il y a une possibilité d'infidélité qui va après se répercuter sur la relation, qui va la fragiliser. Et voilà. C'est souvent par ce biais-là qu'on voit la conséquence en fait du fait que la sexualité ne va pas dans un couple. Je dis pas que c'est ça qui arrive à chaque fois, mais je dis que si on généralise, on pourrait dire que voilà, c'est quand même une éventualité. Et du coup, j'ai travaillé avec plusieurs, surtout des femmes qui étaient dans une relation où pas mal de choses allaient, mais la sexualité n'allait pas, au point où la relation était remise en cause. C'est-à-dire, on parlait séparation, on parlait divorce. Souvent, c'était dans des relations hétéros. Souvent, c'était elles qui n'avaient par exemple plus de désir. Et leur mari, leur partenaire leur disait, mais je t'aime, mais je ne sais pas comment continuer comme ça, sans sexualité. Parce que la sexualité, c'est pas que pour le plaisir. La sexualité, c'est aussi pour la connexion, c'est pour le lien, c'est pour se sentir proche. Ça soutient en fait, c'est le lien, comme je disais. Et donc quand on n'en a pas du tout, ou même quand c'est un sujet tabou qu'on ne peut pas aborder, qui est complètement verrouillé, c'est difficile. Ça crée de la rigidité dans la relation. C'est pas évident. Et donc du coup, oui, je vais avoir des clientes qui viennent en coaching sexo parce que dans leur relation amoureuse, la sexualité ne va pas. Et c'est justement de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment du coaching en sexualité peut, entre guillemets, sauver votre couple. Je dis sauver parce que c'était l'idée de mon mec. Il m'a dit, mais tu sauves les couples, Livia, il faut leur dire. Donc oui, c'est vrai, je sauve des couples. C'est-à-dire que très techniquement et de façon très pratique, grâce à moi, des gens n'ont pas divorcé et grâce à moi, des gens ne se sont pas séparés. C'est vrai. Je suis pas fan du terme sauver parce que je me sens pas comme une sauveuse, mais si on utilise un langage courant, on peut dire ça. Donc oui, comment le coaching sexo peut sauver un couple? En fait, déjà, il faut distinguer un peu le coaching de tout ce qui est thérapie ou sexothérapie. Ça va dépendre de chaque personne et moi, je suis unique et spéciale, donc j'ai ma façon de travailler, donc c'est assez incomparable avec ce que font d'autres personnes parce que j'ai vraiment ma méthode, mon style et mes outils. Mais si on généralise un peu, déjà la différence entre le coaching et la thérapie, c'est qu'en coaching, on a un objectif et on essaie d'aller vers cet objectif. On met tous les moyens en œuvre pour y aller. En thérapie, il n'y a pas nécessairement cet objectif spécifique. Il y a un désir général d'aller mieux, de se sentir mieux, d'apaisement, mais dans mon travail, on part d'un désir spécifique. Et il est clair, précis, et on va vers là. Ça peut être, on ne fait pas l'amour, on ne fait pas du tout l'amour, on a envie de recommencer à faire l'amour et de rester en couple. Je n'ai jamais eu d'orgasme, je veux avoir un orgasme. Il y a un objectif. Ça veut pas dire qu'on est obsédé à l'idée d'atteindre cet objectif en mode go go go, c'est pas ça. Le process en général, il demande de lâcher un peu prise sur l'objectif pour justement y arriver. Bref, vous savez déjà, par exemple, si une cliente à moi veut avoir son premier orgasme, le chemin pour aller vers l'orgasme, c'est rarement un chemin de force. C'est au contraire lâcher sur certaines choses, s'apaiser, accepter certaines choses, etc. Voilà. C'est pas parce qu'on a un objectif qu'on est obsessionnel avec l'objectif, mais il y a un objectif. Donc ça veut dire que moi, dans mon esprit, quand j'accompagne quelqu'un, j'ai l'objectif en tête et je mets tous les moyens pour arriver à cet objectif, pour arriver là. Je dis pas qu'un thérapeute ou un sexothérapeute n'a pas d'objectif, même un sexologue n'a pas d'objectif. Je pense qu'il y a un objectif général de bien-être et d'aller vers du mieux, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est quand même différent. Et donc le coaching sexo, celui que je fais moi, ce qu'il a de spécial et de spécifique, c'est que déjà c'est moi, donc forcément chaque personne est unique et donc ce sera à vous de toujours choisir la personne qui résonne avec vous parce qu'on a chacun, chacune notre chemin, nos bagages, notre style, notre façon d'être. 8 milliards d'humains, 8 milliards de façons différentes d'être. Ok, donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'il y a vraiment ce mélange entre un côté très, j'ai envie de dire scientifique,
Donc moi, j'aime l'anatomie, j'aime la compréhension du système nerveux. Il y a quelque chose de très concret dans ma façon de travailler et j'ai un esprit très logique. Je suis une matheuse à la base, donc j'ai un esprit très logique. Il y a vraiment quelque chose de très concret dans ma façon de travailler qui fait que j'arrive à avoir beaucoup de liens, beaucoup de connexions. Je dis pour rigoler parfois que mon cerveau, c'est comme un tableau Excel. Et donc, quand on va faire du coaching sexo ensemble, en très peu de temps, avec beaucoup d'informations, j'arrive à faire une carte de ce qui est en train de se passer et les liens qu'il y a entre les choses. Parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Et donc, il y a une part scientifique, anatomique, neurologique qui joue et qui aide, par exemple, si ça fait longtemps que vous avez des difficultés pour X raison et que vous ne comprenez pas pourquoi, et en fait, je vous apporte cette compréhension-là parce que je vois logiquement ce qui est en train de se passer. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez envie de repousser votre mari au moment de faire l'amour, on va discuter un peu et je vais capter ce qui est en train de se passer dans votre système nerveux. Si pendant vos rapports vous avez de la douleur, parce que je connais bien l'anatomie, on pourra vraiment spécifier qu'est-ce qui se passe, à quel endroit et comment les choses peuvent bouger. C'est un peu ça. Donc il y a un côté très concret, très scientifique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai décidé que dans les 10 prochaines années, j'allais faire un doctorat en neurobiologie spécialisé sur les orgasmes et le trauma. Je le dis dans le podcast comme ça, si jamais je le fais pas, quelqu'un pourra me dire « Au fait, Livia, t'avais pas dit que t'allais faire ça ?» Franchement, ça fait tellement longtemps que je veux faire un doctorat. Parce que j'ai fait un tas d'études et j'ai trop envie de faire un doctorat. Et donc, j'ai posé cette intention, je me donne le temps de le faire. Voilà, donc c'est pour vous montrer le côté, j'ai vraiment le côté très geek prononcé. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a un aspect très somatique, qui est aussi lié à la science, hein, bien sûr, mais un aspect de compréhension du corps qui est très profond. Que te dit ton corps? À quoi sont dues ses réactions? C'est quoi les messages? Je travaille en grande majorité avec des femmes qui vont apporter le travail qu'on fait dans leur couple, qui vont changer la dynamique du couple grâce à ça. Mais je peux aussi travailler avec des couples. Donc si jamais vous êtes en couple et que vous avez envie qu'on introduise dans un accompagnement des sessions avec votre partenaire, c'est possible. Mais en général, je travaille avec une personne principalement et on rajoute des sessions. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du corps de façon somatique avec deux axes importants. Qu'est-ce qui fait plaisir et qu'est-ce qui fait pas plaisir si je caricature un peu. Mais on va aller le regarder de façon hyper fine. Et donc, travailler à augmenter la capacité à ressentir du plaisir dans le corps et à vraiment pouvoir le vivre au quotidien de plus en plus. Parce que quand on est, par exemple, en couple et que ça fait des années, des mois, des semaines qu'on n'a pas été intime, la capacité à ressentir le plaisir dans le corps, elle est toute petite. C'est-à-dire que c'est dur de passer de on est comme des colocs à on a une intimité, on a une sexualité. Pour ça, c'est important d'augmenter la capacité à ressentir du plaisir dans le corps. Donc ça va être la première partie du travail qu'on fait dans le corps. Et la deuxième partie du travail, c'est libérer tous les traumas qui sont potentiellement présents. C'est pour ça que je disais, ça rejoint la première partie un peu scientifique, c'est-à-dire la libération des traumas, c'est le travail avec le système nerveux. Et bien parfois, il y a des choses qui se jouent, qui sont liées au passé de la personne, à son éducation, mais aussi ça peut être transmis de génération en génération. Il peut y avoir des choses qui se jouent et qui impactent la sexualité à deux. Et ça, c'est super compliqué de l'identifier seul. Enfin, c'est quasiment impossible en fait, de mettre le doigt dessus seul parce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. On peut pas observer ces choses-là, surtout quand on n'a pas toute la connaissance et tous les outils, c'est vraiment compliqué. Et donc, ce travail par le corps, il a vraiment ce rôle double. Augmenter la capacité au plaisir, libérer ce qui empêche le plaisir, à savoir les traumas. Et ça, c'est le cœur de mon travail et de mon métier. Et ensuite, le troisième pan, c'est qu'il y a toute une dimension énergétique, sacrée, spirituelle, qui me vient du tantra notamment, entre autres, mais aussi de ma propre pratique spirituelle. C'est-à-dire que je vois pas la sexualité comme ayant comme seule finalité d'avoir du bon sexe. C'est cool, on aime bien le bon sexe, c'est cool d'avoir des orgasmes et du plaisir. Mais je le vois comme étant un chemin de se rapprocher de qui on est, de se rapprocher de l'essence de qui on est, et de vivre en intégrité avec soi-même. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de vivre en intégrité? C'est parce que comme la sexualité, c'est un endroit dans notre société où il y a beaucoup de ce qu'on appellerait de l'ombre, il y a beaucoup de difficultés, de violences, de dépassement de limites, d'exploitation, de domination. Même dans le porno, on le voit, dans les pornos qui sont moins sains et féministes, on va voir cette domination-là. Comme il y a beaucoup d'ombre sur la sexualité, c'est un endroit quand on va le libérer et quand on va être plus apaisé dedans, que ce soit dans notre sexualité solo ou notre sexualité à deux,
on va être plus proche de nous-mêmes, on va être plus intègre. C'est comme si on enlève du bagage, c'est comme si on enlève des choses qui nous polluent un peu. On est plus proche de notre nature humaine, sacrée, simple, légère, joyeuse, pleine de plaisir. On est plus proche de ça quand on libère sa sexualité et qu'on cherche à l'apaiser. Surtout quand on est une femme dans cette société, oui, c'est vrai. Surtout quand on est une femme dans cette société, on peut le dire, parce que c'est un endroit où on a beaucoup été agressé. Pour écrire mon livre récemment, je vérifiais des chiffres de sondage. En France, une femme sur deux a connu une violence sexiste ou sexuelle. Une femme sur deux. C'est-à-dire, pas nécessairement un viol ou une agression physique, mais ça peut être une insulte, ça peut être d'avoir connu du sexisme au travail. Une femme sur deux, c'est énorme. En fait, en vrai, moi, j'estime que c'est quasiment toutes. Je pense qu'on est à genre 98%. Mais bref, une femme sur deux selon les chiffres. Et donc, ça veut dire que c'est un endroit qui, quand on le libère, de toute façon, va nous rapprocher de nous-mêmes. Surtout que c'est un endroit qu'on libère rarement. On fait rarement ce travail-là parce qu'on n'a pas les outils et l'éducation pour le faire. Donc surtout quand on est une femme, ça joue. Quand on est un homme aussi, ça joue. Parce que les hommes aussi, ils sont soumis au patriarcat, à certaines injonctions, à une façon de se comporter qui n'est peut-être pas proche de qui ils sont vraiment, mais qui peut être de la performance, qui peut être le fait que c'est le rôle que je suis censée avoir dans la société, donc je vais me comporter comme ça, mais ça va m'éloigner de mes émotions, ça va m'éloigner de qui je suis vraiment, ça va m'éloigner de ce que je veux accomplir, qui est vrai, qui est réel. Parfois, le truc que je vois le plus comme conséquence négative du patriarcat sur les hommes, c'est à quel point ils peuvent pas profiter du fait d'être aimés. C'est étrange à dire, ok? C'est étrange à dire, mais je vais essayer de l'expliquer. En fait, le patriarcat fait que les hommes sont dans une telle situation où ils sont censés tout dominer, tout comprendre, tout contrôler, qu'en fait, il y a tellement peu d'espace pour qu'ils puissent juste être des humains et qu'on prenne soin d'eux aussi, et pas se prendre soin d'eux en mode comme ça l'a toujours été, en mode on leur fait à manger et on s'occupe de tout dans la maison et tout. Je parle pas de ça. Je parle de juste en tant qu'humain, en fait, prendre soin les uns des autres. Et pour moi, le patriarcat a empêché d'avoir cette vulnérabilité-là, de pouvoir demander de l'aide et de pouvoir être quelqu'un qui reçoit, quoi. Voilà, bref, parenthèse. Donc ce travail sur la sexualité, il va vraiment libérer les choses profondément. Et donc ça, c'est le troisième pan, c'est qu'il y a une dimension sacrée, spirituelle, qui va au-delà du sexe en lui-même et qui va sur qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que le fait d'être apaisé, libéré dans sa sexualité va permettre comme façon de fonctionner dans le monde. Si je suis une femme et ma sexualité est apaisée, je vais pas être pareil quand je vais aller au travail, je vais pas être pareil quand je vais être en réunion, je vais pas être pareil quand même je vais m'occuper de mes enfants ou élever mon garçon, ma fille, etc. Ça va être différent. Si je suis un homme et ma sexualité est apaisée, c'est la même chose. Je vais pas me comporter pareil dans le monde, je vais pas parler pareil à mes potes, à mes amis, je vais pas transmettre les mêmes choses aux personnes autour de moi, à ma communauté. Et donc ça joue sur le reste. Ça, ce troisième pan, je l'appelle un pan spirituel, mais c'est en gros la vie avec un grand V, quoi. Et donc comment le coaching sexo sauve ton couple? Déjà, on va fixer un objectif ensemble. C'est-à-dire que, voilà, en ce moment, j'ai des places qui sont ouvertes en individuel, j'en ai très peu. Et en fait, comment ça se passe? C'est que la première chose, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre un appel avec moi pour discuter. Vous avez le lien normalement quelque part sous le podcast. Durant cet appel, en fait, on fait le point sur la situation. Comme c'est de l'individuel, c'est 100% sur mesure. Donc, on va adapter en fonction de votre problématique et de ce qui se passe pour vous. Et donc pendant cet appel, on va discuter et c'est durant cet appel qu'on va vraiment clarifier l'objectif et le désir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment spécifiquement dans votre situation avec toutes les particularités, les subtilités, les contraintes que vous avez. Et à partir de là, moi, j'ai un plan que je fais. En gros, voici les 3 grandes choses sur lesquelles on va travailler et sur lesquelles on va avancer ensemble. Et donc déjà, avec cet appel-là, vous avez une espèce de carte de voici ce sur quoi on va se focaliser, voici ce sur quoi on va creuser. Et ensuite, à partir de là, le coaching sexo, il va travailler à libérer tout ce qui empêche d'avoir une sexualité qui est épanouissante et donc du coup, qui empêche d'être épanouie dans sa vie en général. Par exemple, une de mes clientes qui est en couple depuis, je crois, 20 ans, quand on a commencé le travail ensemble. En couple depuis 20 ans, je crois qu'elle avait 3 enfants. Et son mari parlait de divorce. Et c'était très dur pour eux parce qu'ils s'aimaient beaucoup, ils étaient ensemble depuis qu'ils étaient ados. Mais ça faisait des années qu'ils n'arrivaient pas à avoir de rapport parce que elle se sentait très mal dans sa peau. Elle était vraiment pas à l'aise dans son corps
Elle voyait même pas le chemin, en fait. Elle voyait même pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Et aller voir un sexologue, c'était pas possible parce que de toute façon, enfin, c'était un freeze total. Il y avait pas d'action sexo potentielle à faire. Elle voyait pas. Et donc, du coup, le travail qu'on a fait ensemble, c'était d'abord un gros travail de libération des traumas. On a réalisé qu'il y avait du trauma transgénérationnel transmis par la mère, la grand-mère, via l'éducation. Et aussi le fait d'aimer son corps. Et c'était magnifique ça, passer de je n'aime pas mon corps, je rejette mon corps, je ne peux pas le regarder dans le miroir, je ne peux même pas aller à la plage en maillot de bain. C'est comme s'il y avait un blackout de son corps. Beaucoup du travail qu'on a fait, c'était doucement, 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 doucement être dans l'acceptation du corps. Et puis au fur et à mesure, on a déroulé et on a pu commencer à introduire des pratiques sexo, introduire des pratiques de plaisir, se regarder dans le miroir, commencer à se caresser, se donner du plaisir. Au fur et à mesure, on a développé. Et je lui donnais des exercices à faire elle seule et aussi à faire avec son mari. Et puis finalement, ils ont choisi de rester en couple, ils ont recommencé à faire l'amour. Et surtout, ce qu'elle m'a dit, c'est que leur intimité est super dans le sens où ils ont recommencé à parler, ils ont recommencé à discuter, ils ont recommencé à se comprendre. Parce que faut comprendre que par exemple, si vous n'avez pas fait l'amour pendant des années, même pendant des mois, on est dans une situation de freeze du système nerveux. On est dans de la tétanie. Pour en sortir, il faut aller doucement, mais en même temps, il faut y aller. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre j'y vais, mais je bouscule pas non plus mon système nerveux parce que sinon, il va se rétracter, il va faire machine arrière. Ok? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Au début, on a déroulé en douceur, regarder, creuser, comprendre. Et ça a basculé, quoi. Et ça, j'adore. J'adore parce que c'est tellement beau, c'est magnifique parce que c'est quand même un couple qui a 3 enfants, dont des ados, et qui est maintenu parce que on a résolu la question de la sexualité. J'adore, c'est trop bien. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, comme je vous disais, j'ai des places ouvertes en coaching individuel, privé. J'en faisais pas avant, j'ai recommencé à en faire et je serais très, 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 très ravie de vous accompagner. Vous pouvez trouver le lien dans les notes. Normalement, il est écrit quelque part. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement m'écrire sur Instagram à Livia Quero ou par email à hello@liviaquero.com. Je crois que j'ai fait le tour dans cet épisode, quelques concepts que je vous partagerai aussi dans les épisodes futurs. Mais si vous avez une situation, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager avec moi comment ça se passe pour vous et peut-être quelles sont les difficultés que vous rencontrez et les choses qui semblent difficiles à dénouer ou vraiment c'est comme une pelote de laine avec plein de nœuds, écrivez-moi et on pourra commencer à discuter. Déjà, je peux vous donner des réponses par email et puis après, si le coaching privé vous intéresse, on peut prendre un appel et discuter de ça ensemble. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!